Beats. C'est comme la question entre l'antériorité de l'œuf et de la poule. La question entre l'antériorité de l'œuf et de la poule est une question sempiternelle. Est-ce que c'est la poule qui a donné naissance à l'œuf? Est-ce que c'est l'œuf qui a donné naissance à la poule? En fait, ici, le problème fondamental qui se pose, c'est les frontières qui sépareraient la nature et la culture. La frontière ou encore la ligne de démarcation qui sera la frontière de séparation entre la partie naturelle en l'homme et la partie culturelle en l'homme. Il est important de se poser cette question légitime, est-ce possible? Est-ce possible de faire une séparation entre les principes naturels en l'homme et les principes culturels en l'homme? Si nous savons que l'homme est un être bioculturel, ça veut dire qu'il est naturellement culturel et culturellement naturel, pour reprendre les propos du professeur Claude Lévi-Strauss. Cela voudrait tout simplement expliquer qu'il y a cette imbrication entre la nature et la culture. Mais on peut faire quand même une distinction, une classification. Parce que la nature est ce qui renvoie au principe de l'inné, c'est-à-dire de l'immédiateté, au principe du déjà là, au principe de ce qui n'a pas été conçu, fabriqué ou préfabriqué par l'homme. La nature est ce qui renvoie exclusivement à ce qui n'est pas en fait le principe humain. Je veux dire à la nature humaine d'abord, mais aussi à la nature environnementale. La nature en tant que faune et flore n'a pas vu la participation exclusive de l'homme. Nous sommes venus dans ce monde un peu en retard. Un peu en retard, pourquoi? Parce que nous sommes venus trouver les cieux qui sont déjà sur place. Nous sommes venus trouver tout simplement les montagnes. Nous sommes venus trouver les océans. Nous sommes venus trouver, même les noms que nous portons, nous sommes venus les trouver ici. Nous ne sommes pas venus avec. Personne d'entre nous n'est pas venu avec son nom. Même les noms que nous portons, on les a trouvés ici. Donc qu'est-ce que nous avons en réalité? Qu'est-ce que nous avons et qui nous sommes en réalité? C'est la question pertinente qu'il faudra se poser par rapport à cette question nature et culture. Ici, d'après tout simplement ce que les biologistes appellent les équipements congénitaux, nous sommes nés avec une certaine forme de prédisposition naturelle. Et cette forme de prédisposition naturelle, nous la partageons avec les autres formes de créatures existantes. Nous la partageons biologiquement avec les autres créatures. Par exemple, nous remplissons les mêmes conditions que l'animal. Biologiquement, l'on partage les mêmes conditions que l'animal. On mange, on boit, on dort et on se reproduit. Voilà les conditions sine qua non de l'existence. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Quel que puisse être notre niveau d'intelligence, quel que puisse être notre niveau de sainteté, quel que puisse être notre niveau de bravoure, quel que puisse être notre niveau de neutralité, axiologiquement parlant, il faudra qu'on remplisse ces mêmes conditions. Il faudra manger, il faudra boire, il faudra dormir, il faudra se vêtir. Maintenant, la culture est aussi lointaine que la nature. Le souvenir de la culture humaine est aussi lointain que la nature en tant que telle. Quand nous interrogeons l'Ancien Testament, la Genèse, on verra que lors de la punition, je parle du péché originel, quand Dieu a convoqué Adam et Ève, quand ces deux ont fauté, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Adam et Ève, venez vers moi. Ils ont répondu à Dieu quoi? Attendez un instant, nous sommes nus. Donc, du moment où ils se sont rendus compte de leur nudité, du moment où ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien qui pourrait couvrir leur corps, et que par le biais de l'intelligence, ils ont pu trouver une feuille de figuier pour couvrir leurs parties génitales, c'est là le commencement de la culture. C'est là le commencement, le fondement même de la culture. Maintenant, est-ce qu'il y a tout simplement cette rectification annuelle qui permettrait de reclasser la nature quelque part et la culture quelque part? Est-ce qu'il y a cette frontière, la ligne qui séparerait la culture de la nature ou la nature de la culture? Entre l'inné et l'acquis, quel est le combat? Le combat que l'homme doit mener pour être équilibré.
Qu'est-ce que l'on doit faire pour être un homme équilibré? Et je vous rendrai la réponse de Cheikh Ahmadou Khan, le dernier des titans, dans l'aventure ambiguë. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que l'homme est né dans une forêt de questions auxquelles il doit apporter des réponses. Qu'il y a des voies biologiques qui sont en lui, qui exigent nourriture et vêtements. Et que l'homme doit chercher tout simplement à répondre ces voies pour qu'ils puissent les calmer et pour qu'ils puissent réduire leurs ardeurs. Ces voies qui exigent de l'homme nourriture et vêtements, Mariam peut dire qu'on oserait résister aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements parce que ces mêmes lois poussent le mal ailleurs. Je répète, on ne peut pas refuser ou encore on ne peut pas résister aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements parce que ces mêmes lois poussent le mal ailleurs. Elle dit, je dis mal pour marquer la bestialité des instincts qui sont enfouis en l'homme, instincts qui le dominent, quelle que soit son intelligence. Il y a des instincts qui sont enfouis en l'homme et ces instincts-là dominent l'homme, quelle que soit son intelligence. Et à partir de ce moment précis, quand ces instincts dominent notre intelligence, c'est que tout simplement nous sommes naturels. Et c'est pourquoi Arthur Schopenhauer disait ceci, que c'est notre nature animale qui est à la base de tout notre être. C'est notre nature animale qui est à la base, qui est le fondement de tout notre être. Au départ, l'homme n'est rien. L'homme est le seul animal qui ne se définit pas, parce que l'homme est le seul animal qui n'est absolument rien au départ. L'homme n'est rien au départ, et l'homme n'est rien jusqu'à présent, il n'est que ce qui se fera, en fait. Comme dit Jean-Paul Sartre, l'homme surgit d'abord, se rencontre ensuite et se définit enfin. L'homme surgit, c'est-à-dire l'homme naît, il se rencontre, il se découvre et il se définit après, il sera ce qui se fait en fait. Alors, c'est à partir de cet instant qu'il y a complication entre nature et culture. Entre nature et culture, pourquoi? Entre l'inné et l'acquis. Parce que l'inné, c'est ce qui définit notre nature humaine. Nature humaine, je parle des valeurs qui sont en nous. Je parle des substances définitionnelles qui nous font des êtres humains en tant que tels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous humains? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous des êtres humains? Sans exception, c'est qu'on partage un dénominateur commun. Et quel est ce dénominateur commun? C'est l'humanité. Et Antoine de Saint-Exupéry disait que l'homme est humain que quand il est dans le cercle de l'humanité. Que l'homme est humain que quand il est dans le cercle des hommes. Que l'homme est humain que quand il commet des actes humains. Mais est-ce que durant toute notre vie, on ne commet que des actes humains? Est-ce que tout simplement, nous sommes que des êtres humains? Est-ce que réellement, les instincts qui sont en nous ne sont que des instincts qui nous conduisent à l'intelligence plus tard parce que la connaissance? On verra que non. De tous les animaux, l'homme est le plus dangereux. De tous les animaux, l'homme tout simplement est le seul qui observe la violence en y éprouvant du plaisir. L'homme est le seul qui tue par plaisir. L'animal ne tue pas par plaisir, il tue pour se nourrir ou pour se défendre. Mais l'homme tue lui par plaisir. Et les deux grandes guerres en sont une parfaite illustration. Les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki en sont une parfaite illustration. Et c'est pourquoi Albert Camus disait ceci. Il disait tout simplement que la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir maintenant choisir entre un suicide collectif ou une utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Freud disait à ce titre que désormais l'homme est sans illusion sur le pauvre qui sommeille en lui. Pour dire tout simplement que l'homme est une bête, mais aussi une bête sauvage, dangereuse. Que l'homme est dangereux. Pourquoi? Parce que par nature, l'homme est plus dangereux que le lion. Par nature, l'homme n'est absolument rien. Le lion n'est qu'un lion, il ne sera qu'un lion. L'éléphant n'est qu'un éléphant, il ne sera qu'un éléphant. N'est-ce pas? Le mouton n'est qu'un mouton, il ne sera qu'un mouton. Mais l'homme, lui, il peut être tout à la fois. Il peut être l'éléphant, il peut être le lion, il peut être le tigre, il peut être tout simplement le serpent, il peut être tout simplement le mouton, comme il peut être l'ange. Raison pour laquelle, même dans les Écritures saintes, à travers le Coran, Dieu dit ceci. Il dit que nous avons créé l'homme à la plus parfaite création, mais on peut le rabaisser au plus bas niveau. Et à part de ce moment précis,
si l'homme peut être rabaissé au plus bas niveau, c'est qu'en réalité, les principes naturels qui sont en lui ne sont pas suffisants. Et que l'homme ne devra pas se contenter de ces principes naturels, il devra les modifier. Il devra les définir, les redéfinir à nouveau. Parce que la nature lui a rien donné. Tout ce dont il a, c'est lui qui l'a eu par le biais du savoir, par le biais tout simplement de l'acquis. Donc, c'est là la culture. Et donc, Senghor avait raison de dire que le jour où on posera à l'homme la question suivante, pourquoi tu es sur terre? La chose qui lui répondra, sa culture. Parce que Alfred de Vigny disait que si le destin de l'homme est d'être mortel, alors c'est naître qu'il n'aurait pas fallu. Si l'homme naît pour mourir ensuite, pourquoi donc naître? Senghor lui répond que l'homme, le jour où il se posera la question pourquoi je suis né, ce qui lui répondra, c'est sa culture. Et que la culture, c'est ce qui reste quand on aura tout perdu. Et que la culture, c'est ce qui identifie l'homme, c'est ce qui l'élève et c'est ce qui le sépare de l'animal. Nous ne sommes pas différents de l'animal biologiquement. Non, biologiquement, nous sommes identiques à l'animal. Tout ce que les animaux font, nous aussi, nous le faisons. D'une manière civilisée ou d'une manière barbare, mais on le fait quand même. Tout ce que l'animal fait, on le fait. On remplit les mêmes conditions que l'animal. Nous faisons exactement ce que fait l'animal. Qu'elle soit civilisée ou qu'elle soit barbare, on le fait. On mange. Et vous savez, vous comme moi, que le fait de manger n'est pas joli. Parce que c'est intime. Manger n'est pas joli. Raison pour laquelle, quand on vous invite au resto pour la première fois, ne prenez pas le risque de commander un burger. Commandez tout simplement, emportez et prenez tout simplement à boire. Parce que quand vous mangez, il y a des mouvements qui s'effectuent sur votre visage, ça modifie tout simplement votre maquillage, ça modifie votre visage, parce que c'est pas joli. C'est pas joli. À partir de ce moment précis, il est important de savoir que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la culture. Donc si dans une branche, on faisait tout simplement la part des choses, la branche devrait se pencher sur la partie culturelle parce que c'est là effectivement que l'homme se manifeste, c'est là que l'homme s'identifie, c'est là tout simplement que l'homme se définit. Et c'est la culture maintenant qui est même le but de l'existence. C'est la culture maintenant qui est le but de notre existence sur Terre. Parce que si Dieu dit que je prendrai parmi vous des gens que je érigerai tout simplement à mon honneur, des gens que j'érigerai à mon image, dans l'évangile, il est écrit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et dans le Coran, on dit l'homme est créé à l'image de Dieu. Maintenant, si l'homme est créé à l'image de Dieu et que naturellement l'homme doit incarner les valeurs divines, les valeurs divines, alors donc il y a cette partie culturelle que l'on doit se manifester. Cette partie culturelle vient tout simplement de l'extension de ce que vous connaissez, la religion, l'art, la politique, l'État, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez qui est en contact direct avec l'homme et qui participe à sa civilisation, qui participe tout simplement au rehaussement des valeurs subséquentes qui sont en lui et culturelles. Donc, l'homme ne vit pas par la nature. L'homme ne vit pas, la vie de l'homme n'est pas que tout simplement corporelle. L'homme ne vit pas tout simplement que du pain. L'homme ne vit pas tout simplement que du vin. L'homme ne vit pas tout simplement que de l'amour. Il y a aussi, certes, le pain est important, un peu de pain pour se nourrir, un peu de vin pour boire et un peu d'amour pour équilibrer le corps, c'est vrai. Mais aussi la contemplation, elle est essentielle. Parce qu'il y a un but de la création, il y a un but pour notre existence sur terre. Si Dieu nous a fait ses représentants sur terre, si Dieu a dit dans l'essence de ce qui définit la sourate, il y a Daoud, on choisira entre vous quelqu'un qui sera tout simplement, on fera notre représentant sur terre, c'est que tout simplement on a ce mérite. Si Dieu dit dans le Coran que nous avons honoré le Fils d'Adam, le Khat Karamna Bani Adam, c'est parce que tout simplement on doit mériter cet honneur. Maintenant, le fait de mériter cet honneur ne signifie pas que nous sommes tous des saints. C'est que nous sommes tous tout simplement des modèles à suivre, que nous sommes tous tout simplement à l'abri des critiques et des regards. Non, nous sommes aussi sauvages, aussi barbares que les animaux. Et la civilisation du 21e siècle a prouvé cela. Nous sommes au 3e millénaire. L'homme devrait être à cette époque plus civilisé, parce que plus tolérant, parce que tout simplement plus compréhensible, parce que tout simplement plus acceptable vis-à-vis de l'autre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez dans ce monde? La xénophobie commence à prendre une nouvelle tournure. Dans toutes les grandes puissances, il y a la montée tout simplement de la suprématie blanche, avec tout simplement avec les nouveaux leaders, avec tout simplement la montée de la droite. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que de l'extrême droite, cela veut dire que maintenant l'homme est devenu beaucoup plus barbare. Chaque jour qui passe, vous entendez parler des crimes odieux, des crimes horribles. Et cela, c'est l'homme qui le commet. C'est l'homme qui commet tous ces crimes, des crimes gratuits. Ces crimes gratuits-là témoignent qui nous sommes en réalité. Mayamba dit dans une longue lettre, cette fois sur la page 64, elle dit: j'ai suivi un film où les rescapés d'une catastrophe aérienne ont survécu en mangeant la chair des cadavres.
Ce fait plaide la force des instincts enfuis en nous. Et instinct qui nous domine, quelle que soit la nature de notre intelligence. Elle dit, elle continue, que c'est vilain à dire, la vérité est laide quand on analyse, mais l'homme est un animal. Elle répète, l'homme est un animal. Qu'on ne peut pas faire une confusion générale sur ce qui définit la partie bestiale de l'homme et la partie angélique en l'homme. Les deux s'entremêlent, les deux doucement sont imbriqués. À partir de ce moment précis, il est important de retenir et de savoir qu'il n'y a pas une ligne de démarcation possible entre ce qui est naturel et ce qui est culturel. En l'homme, tout ce qui est naturel est culturel, mais tout ce qui est culturel aussi est naturel. Certes, il y a l'éducation, il y a la civilisation, il y a les valeurs culturelles, il y a la religion, il y a tout ceci qui témoigne de son rattachement à la culture, qui témoigne de sa vie culturelle, qui témoigne de son essence culturelle. Mais il n'en demeure pas moins que l'homme est aussi barbare, aussi sauvage que l'animal. Parce que tout simplement, au départ, l'homme était absolument rien. Donc, c'est lui qui apprend à se construire par le biais de la culture. C'est lui qui apprend à se construire par le biais de l'éducation. C'est lui qui apprend à se construire par le biais de la civilisation. C'est lui qui apprend à se faire ce qu'il est. Raison pour laquelle l'éducation est le summum de la culture. On n'élève pas un homme, on éduque. On l'éduque, on ne l'élève pas. Parce que l'homme n'est pas que corps, il est corps et esprit. Et surtout esprit, disait Descartes. L'homme est surtout esprit parce que tout simplement c'est pour cela que Dieu l'a créé. C'est pour cela qu'il doit remplir les conditions pour être tout simplement angélique. Pour être angélique, pour dépasser même les anges. L'homme a cette possibilité, mais c'est par le biais de la contemplation, c'est par le biais de la conception, c'est par le biais de ce qui définit fondamentalement la perception humaine. Je parle de la connaissance. Donc tout repose sur la connaissance. Et cette connaissance-là, elle est culturelle. Donc l'homme n'est pas que nature, l'homme n'est pas que naturel, même si la nature, c'est Dieu, ou ce qui englobe l'univers, la culture y joue un rôle important. Maintenant, si la nature est définie comme Dieu, par exemple, dans la vérité panthéiste, on nous dit que Dei est natura, Dieu c'est la nature, ou Dieu autrement dit nature. Si cela est vrai, donc la culture est impliquée dans la nature, elle est comprise dans la nature, mais l'homme doit vivre plus par la culture que par la nature. L'homme doit vivre en domptant ses pulsions, en domptant tout simplement ses instincts, en éduquant ses affects, en éduquant tous, en ayant ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et c'est par rapport à cette maîtrise de soi que l'homme se définit naturellement par rapport tout simplement à la culture, mais aussi par rapport à ce qui définit le fondement de la nature. Des questions?